Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Toulouse, défaite 1-0 de nos Lensois dans un match compliqué avec un arbitrage de très haut niveau. LOL. Et qui nous a vu perdre ce match sur un penalty avec un carton rouge. Bon, on va reparler parce que il y a sacré chose à dire sur l'arbitrage, mais pas que. Parce qu'un match se perd pas aussi que sur l'arbitrage, il se perd aussi parce que t'es incapable de marquer. Ça, je vais y revenir aussi. Petite parenthèse, mes chers abonnés, j'ai reçu plein de messages pour la dernière vidéo. En fait, elle s'est fait mass striker, c'est-à-dire que j'ai eu des signalements à foison sur la vidéo, paroles inadaptées, insultes, je sais pas quoi, enfin bref. Je me suis fait striker la vidéo par YouTube. Alors, on espère que ça sera la première et la dernière fois. Si je vois que ça se répète, je ferai un signalement à YouTube quand même, parce que bon... Enfin voilà, se faire mass striker, c'est vraiment un truc de brin, mais bon, c'est la vie. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce que tout le monde la réclame. Malheureusement, si je la remets, elle va se faire mass striker, c'est obligé. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête. On refera une vidéo actu mercato dans la semaine. Je ferai quand même un petit point en fin de vidéo par rapport au discours de Dre aussi, et puis aussi celui de Will Steele à la fin du match, Dre aussi au début du match et Will Steele à la fin. Puis je reviendrai un petit peu, je ferai une petite synthèse de la vidéo d'avant. Donc ça va être une vidéo qui est assez longue, mais je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo actu mercato. En plus, ça sera remasterisé, réactualisé. Quand même un petit peu par rapport aux infos qui sont sorties dans le journal et aux compléments d'informations que j'ai pu avoir, parce que contrairement à ce qui se dit, j'ai beau être une grosse tarlouse qui ne sait pas ce qu'il raconte, mais malheureusement tout ce que j'ai dit c'est véritablement vérifié dans les grandes largeurs, dans les journaux, mais bon, apparemment, quand c'est moi, c'est du brin. Bon, c'est pas grave, bon, je m'en fous, hein. Je peux me regarder dans une glace, pas comme certains. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment désolé, c'est pour ça que je fais la petite parenthèse avant de démarrer cette vidéo. Mais voilà, malheureusement, la vidéo a été strikée, c'est dommage parce qu'elle a remporté un assez gros succès. Puis il y a eu un short qui a dû être striké aussi, j'ai pas vérifié lequel, mais on m'a signalé qu'il y en avait un qui avait volé. Voilà. Alors bon, après, c'est le jeu, parce que je me dis qu'il y a vraiment des gros jeux d'influence et que la vidéo a pas forcément plu. Alors bon, ce qui est marrant, c'est qu'elle plaît pas sur certains faits, et en fait, les faits se sont révélés assez véridiques quelques heures ou le lendemain, puisque c'est sorti partout et c'est sorti par plein de journalistes qui ont tweeté ça, donc c'est assez marrant. Au final, quand c'est moi, ça va pas, mais quand c'est les journalistes, on va pas aller les emmerder et leur envoyer des messages privés pour leur mettre un peu la pression. Bon bref, on s'en fout, on passe à autre chose, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le signaler, désolé. Ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé qu'une vidéo soit désactivée. Alors c'était pas pour ça, c'était pour un autre truc, mais il y a longtemps. Mais là, ouais, c'est la première fois que je prends un mass strike. J'espère que ça sera pas le cas pour cette vidéo là, mais bon, je me laisserai pas faire parce qu'on va pas en faire chier mon travail. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui attendent les vidéos maintenant, donc j'ai pas envie que les gens soient déçus. Donc j'ai fait déjà un pré-signalement à YouTube, parce que quand tu te fais mass strike, il t'envoie quand même un message comme quoi les signalements sont anormalement élevés par rapport aux vidéos d'habitude. Donc j'ai renvoyé un mail pour dire qu'il y avait tentative de ce mass strike et qu'il fallait être vigilant sur les prochaines vidéos. Voilà, on va le faire quand même parce qu'il est hors de question qu'on me fasse chier. C'est pas mon genre de me laisser faire. Voilà pour le petit aparté, je suis désolé. On va commencer par la compo. C'est parti pour la compo. Et donc voici la compo du Racing Club de Lens. Dans les buts, Hervé Kofi. La charnière centrale, c'est une charnière inédite puisque Ekouzanov suspendu et Medina pas là pour raison personnelle. Il est revenu trop tard, hein, pour ceux qui avaient peur que ça soit une absence diplomatique. Non, il a eu des problèmes à régler en Argentine. Il est revenu trop tard, donc il sera là pour Le Havre, hein, logiquement. Donc du coup, le duo, c'est Danso, Malangsar. À droite, en latéral, Frankowski. À gauche, Machado. D'accord. Au milieu de terrain, on va dire à 3, avec le duo improbable Thomasson, Andy Diouf. Et puis, en numéro 10, un peu hybride, enfin bref. Je sais pas trop ce qu'il fout sur le terrain, mais bon. Fulgini. Et puis devant, une
triplette offensive un peu inédite aussi. Le retour de Sotoka qui est capitaine. J'y reviendrai après. Enzola et puis à gauche Zaroury. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? C'est pas compliqué, c'est une compo en 4-3-3. Je pense que c'est un geste fort de Will Steele sur deux domaines. D'une, il veut rester sur son 4-3-3. Pour lui, c'est la formation dans laquelle il veut jouer. Et il jouait déjà comme ça à Reims. Et il a décidé qu'il jouerait comme ça, à part face à Paris. Mais ça, c'était un peu plus compliqué. Je pense que même face à Paris, j'y reviendrai après en fin de vidéo, comme Danso est suspendu, peut-être qu'on aura une défense à 3 pour bien blinder. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il veut jouer, c'est en 4-3-3 ou en 4-4-2, ça dépend comment on voit les choses. Mais il reste sur cette décision, c'est une décision forte. La deuxième décision forte, c'est quand même Grady sur le banc. Quand on sait que Kouzanov n'est pas là, il a préféré un gaucher à gauche. Mais c'est plus que ça, il a préféré un autre joueur que Grady. Je pense que le signal envoyé à Grady est clair. Je pense que c'est un avis de départ. Je pense que la porte est ouverte. Aujourd'hui, il considère Grady comme étant le cinquième dans la hiérarchie, parce que c'est Kouzanov, Danso, Medina pour venir dépanner, Malanxar, et donc Grady. Grady est donc la cinquième roue du carrosse, même si c'est pas très gentil de dire ça, mais en tout cas, voilà, l'évolution de l'effectif et du niveau des joueurs fait qu'aujourd'hui, il passe derrière tout le monde. Alors après, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, il y a une tentative du staff d'essayer de lui faire une prépa différente pour essayer de le passer plus sur le côté, d'augmenter ses capacités de vélocité. Il a refusé totalement pour éviter de se blesser. Le choix de Will Steele a été clair. Il a dit, écoute, voilà, t'es pas fait pour mon dispositif, donc t'es pas une solution crédible. Le choix de Malanxar, qui a beaucoup été décrié, je trouve, par le public lensois, alors que, sincèrement, Malanxar, je trouve que depuis le début de la saison, ce qu'il a montré, c'est plutôt cohérent, même si des fois, c'était pas forcément toujours extraordinaire, mais j'ai trouvé qu'il était quand même solide. C'est un mec, il faut savoir, et ça, c'est un peu des indiscrétions, c'est un mec hyper sérieux dans ses entraînements, hyper sérieux au niveau de ses séances. D'ailleurs, il fait des fois des doubles séances, c'est-à-dire qu'il en fait aussi chez lui, c'est les retours que j'en ai. C'est un mec qui est méga carré, qui a été formé par le sérieux de la première ligue, et c'est un mec qui multiplie, qui traduit ça ici en France, et pour moi il est méritant et il mérite cette place, et c'est un choix fort de Will Steele. Pour le reste, c'est du classico-classique, la doublette Thomasson-Diouf qui fonctionne plutôt bien, même si Diouf, c'est pas toujours ça, mais enfin bon, je trouve que c'est pareil, il en prend plein la tronche, le gamin, c'est quand même un peu compliqué. Et puis Fugini, à défaut d'eux, en balance avec Pereira da Costa dans la médiocrité, faut clairement le dire, ces deux-là, ils ont pas le niveau top 7 Ligue 1, mais largement pas. Et puis une triplette devant, amputée de Rémi Labo-Lascari et puis de Satriano, avec le retour de Florian Sotoka et capitaine de surcroît à la place de Thomasson. Je pense que c'est quand même un signe de lui montrer qu'il a encore un statut dans l'équipe. Mais il est clairement là parce qu'il n'y a personne à droite. Je pense que s'il y a des recrutements offensifs, j'y reviendrai aussi en fin de vidéo. Je pense que c'est un statut qui est assez intérimaire. C'est un peu intermittent du spectacle, dans le sens où, à mon avis, dès qu'il y aura une recrue et que ça sera une recrue pour être ailier droit, il sera plus titulaire. Voilà. Enzola est le titulaire parce qu'au final, il est bon dans ce qu'il fait. Et puis Zaroury, c'est parce qu'il y a personne à gauche d'autre. C'est pareil, je suis pas très convaincu depuis le début de la saison. C'est un peu compliqué aussi pour Zaroury. Voilà un petit peu pour la compo. Vous me direz un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors avant le match, je parle dans les commentaires par rapport à la compo. Vous n'hésitez pas à donner votre avis sur le sentiment que vous aviez sur la compo. J'ai vu beaucoup de critiques sur la non-titularisation de Grady. Moi, je trouve ça hyper logique, en fait. Et malheureusement, je pense que ça sera beaucoup comme ça. Et puis, il joue plus. Donc, pour le démarrer en match, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il est même pas rentré. C'est un signe fort. Je pense qu'aujourd'hui, Jonathan Grady, il doit essayer de trouver un challenge ailleurs. Tout le monde y sera gagnant. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est la compo. On va passer aux notes. C'est parti. Et donc, on va commencer par les notes avec, bien sûr, Hervé Kofi. Hervé Kofi, moi, j'ai mis la note de 8 à Hervé Kofi. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Bon, il peut pas faire grand-chose sur le penalty, il est prêt à contre-pied. C'est vrai que j'avais des gros doutes face au PSG. Moi, j'avais pas été convaincu. Forcé de constater que là, dans la relance, c'était quand même beaucoup mieux. Il a été décisif en première période où il sort 3 ballons chauds, dont un hors-jeu. Et puis en deuxième période aussi, où il évite le break. Il a fait un bon match. Il a fait un très bon match, même, faut le dire. Maintenant, j'y reviendrai en fin de vidéo. C'est une intérim, clairement. Je pense que le message est clair, a été passé clairement par Dre aussi.
Voilà, à lui de montrer les bonnes choses jusqu'à ce que le gardien titulaire arrive. Après, s'il y a des rumeurs de départ, donc il va aussi se montrer pour d'autres clubs. Après, s'il se montre et qu'on le vend, enfin voilà, il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Il y a promouvoir un gardien de la N3 et puis monter le gardien des U17 enfin des U19 en N3, pourquoi pas. Enfin, j'en sais rien. Ou recruter faire venir en prêt un gardien d'expérience pour être derrière le nouveau gardien. Tout ça, je vais en parler tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il fait un très bon match. Il mérite cette note de 8. On va passer à Danso. Bah c'est pareil, moi Danso, je trouve qu'il fait un bon match. J'ai mis la note de 7. Peut-être un peu moins bon d'ailleurs, je trouve que Sarr. Moi j'ai trouvé Sarr meilleur. Mais en tout cas, voilà. Moi j'ai bien aimé le match de Danso, toujours aussi solide. C'est pareil, lui, bah, s'il part, ça va être un manque aussi, mais de toute façon, on est obligé de vendre. Donc il faut pas non plus tout le temps pleurer. Il y a une réalité économique et il faut la respecter. J'ai mis la même note à Malang Sarr, j'aurais même mis 8 s'il avait pas fait le penalty. Il est un peu sévère, mais bon. Il y avait penalty sur la faute d'Andy Diouf, donc c'est un peu compliqué, même si normalement t'es pas censé faire de compensation, mais je trouve quand même que la faute est sévère, mais en tout cas il a fait un bon match, et pour moi il a gagné beaucoup de points sur le futur de l'équipe. Il est carrément crédible à un poste de défenseur central axial gauche dans une défense à 4, clairement. J'ai mis la note de 7 également à Machado. Je trouve qu'il fait un bon match défensivement, il a été très bon. Après offensivement, il n'a pas été aidé par un Zaroury transparent où il n'a pas pu vraiment beaucoup combiner avec lui. Il y a eu beaucoup d'appels dans le dos de Zaroury qui n'ont jamais été servis malheureusement. Il a été balancé dans la surface, c'est quand même assez litigieux, mais je trouve que la partie est quand même assez bonne de sa part. Franchement, la défense, elle a été bonne. Voilà, il faut le dire. Et Machado, je trouve vraiment que voilà, il a la mentalité Sidibé qui a hurlé la mort sur le contact de Pereira da Costa. Il a pris un de ses tampons derrière par Machado. Je pense qu'il a dit là tu vas tomber pour quelque chose. C'était assez marrant des tribunes, j'étais mort de rire. Je me suis dit là, il a fait comprendre que il va souffrir pour quelque chose. J'ai mis la même note d'ailleurs à Frankowski, je trouve qu'il fait un bon match. Pas mal servi par Sotoka, il a essayé de centrer, il a essayé de montrer des choses. Moi, je l'ai trouvé très actif. Je trouve que ce poste de latéral gauche, avec un mec devant lui sied beaucoup plus parce qu'il fait beaucoup moins d'essuie-glace. Et du coup, au niveau de la fraîcheur, il est beaucoup plus frais tout le long du match. C'est bien, franchement, c'est bien. Il fait un bon match, faut quand même le dire. Voilà. Pour moi, je mets 7 à toute la défense parce que je trouve pas que la défense a été mauvaise. On a été bon sur ce match. Maintenant, on peut être bon en défense et encaisser des buts, hein. C'est pas comment dire, c'est pas incompatible parce que le but on le prend sur un penalty, c'est pas parce que tu commets une faute dans la surface de réparation que tu fais un mauvais match. Voilà, il a fait un très bon match, je lui enlève un point pour le péno parce qu'il y a péno, même s'il est je trouve un peu litigieux, un peu sévère, mais ça n'empêche que toute la défense a été bonne. Au milieu de terrain, c'est plus compliqué. J'ai mis la note de 8 à Thomasson, il fait un très bon match dans la veine de ce qu'il monte depuis le début de la saison, techniquement bon, intéressant, capable de se retourner avec son petit gabarit, toujours un peu ce manque de spontanéité offensivement, mais je le dis, le boulot au milieu de terrain est énorme, il a une hitmap de malade, mais c'est pas normal qu'il ait une hitmap de malade parce que il y a des mecs devant lui, donc ça veut dire qu'il y a un manque devant, clairement. Mais il fait un très bon match. Voilà, il fait un très bon match. Clairement, c'est le meilleur au milieu de terrain. Et c'était pas gagné la saison dernière, mais force est de constater que sur ce début de saison, sur cette saison, parce qu'on est quand même plus au début de saison, bah c'est très bon. Voilà, faut le dire. Quand c'est mauvais, on le dit. Quand c'est bon, on le dit aussi. Hein. Bah, quelqu'un qui a été moins bon, c'est Diouf. Moi, je mets la note de 5. Match moyen. Alors, il en a pris plein la gueule sur ce match. Moi, je trouve qu'il récupère des ballons. Il a une bonne science du placement. Il est capable de récupérer des ballons. Maintenant, les projections, elles sont tellement erratiques que je suis obligé de pas mettre une grosse note. C'est pas un match correct, parce que si c'est un match correct, il doit au moins mettre un bon ballon qui est dangereux. Il en a pas fait un du match, faut quand même le dire. Après, j'ai vu des trucs sur Twitter, dire qu'il a pas gagné un duel, c'est complètement faux. Zaroury, il a pas gagné un duel. Mais lui, il a gagné des duels, même en première mi-temps. Il est monté en puissance, et il a fait une deuxième mi-temps plutôt correcte avec des projections, mais ça manque clairement de finalité dans les passes, et ça pose un souci. Et les prises de risque au niveau des frappes, elles doivent être plus qualitatives. Et donc c'est pour ça que je mets 5,
Mais tout le monde veut le dégager, mais franchement, si vous trouvez que Nalé Naelaoui fait des meilleurs matchs, ok, bah dans ces cas-là, on voit pas le même foot. Hein. Moi, je suis désolé, depuis sa blessure, il est plutôt moins bon que Diouf, même si dans la récup, il est bon, mais il a pas la tête à l'anse, lui, il veut partir. Hein. De toute façon, c'est pour ça aussi que j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je pense que le fait que Diouf soit retenu, c'est parce que NEA va partir. On verra bien, hein, ça reste de la supputation, mais j'en parlerai à la fin. Mais en tout cas, voilà. Je mets pas 6 parce que je trouve que le match est quand même moyen. Voilà. Fulgini. Catastrophique. 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 C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire un match comme ça. D'ailleurs, quand il y a des PDC qui arrivent, qui s'entraînent sur le terrain, parce que bon, quand t'es au stade, tu le vois. Je sais pas si à la télé ça s'est vu, mais ils s'entraînent à la mi-temps. Je me suis dit, c'est Fulgini qui sort. Moi, j'avais pas pensé à Zaroury parce que je voyais pas des PTC être mis en ailier gauche. Bon, alors après, bon, je me suis trompé. Mais s'il sort à la mi-temps, il n'y a pas de scandale. Hein. Son match, c'est une catastrophe, c'est une insulte au foot. Enfin, je veux dire, ce mec-là, pourquoi il est encore au club? Parce qu'il a un salaire de tarba et que personne peut le prendre. Et, ah merde, j'ai dit un gros mot. Ah bah tant pis. Ouais, je veux pas me faire striker pour Tarba, c'est du verlan. Maintenant j'ai peur. Non. Bref, mais je peux quand même dire un peu des gros mots, arrêtez. Et enfin voilà, c'est une insulte au foot et il a rien à foutre sur le terrain. Mais comme il coûte trop cher et qu'il y a rien d'autre, s'il recrute un ailier, il recrute un offensif capable de jouer émo et qui est talentueux ou qui a plus de ballons que Fulgini ou plus de vista ou plus de physique, Fulgini il est sur le banc puis il mange le banc tout la fin de la saison, c'est clair. C'est clair, net et précis. Même note d'ailleurs à Zaroury, catastrophique. Hein. Catastrophique, il n'a pas réussi un seul dribble. Il a fait un corner qui tenait la route. Le reste, Zebbi la mouche. Clairement, il est sorti à la mi-temps, c'était totalement mérité. C'est un flop. On peut le dire, on est arrivé au mois de janvier, c'est un flop. C'est un flop du mercato à 9 millions d'euros. Ça peut arriver, malheureusement. Je pense vraiment que ça va vacciner Joseph Ogourlian. Je pense qu'à mon avis, maintenant, les mecs à 10 millions d'euros, c'est obligé, c'est une valeur sûre. C'est un mec qui performe à mort. C'est pas un mec qui pose question. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des derniers recrutements à ce niveau-là de thunes. Je pense qu'aujourd'hui, vous verrez des recrues à 5, 6, 7 millions maxi. On avait dit 9 millions d'euros pour un mec qui a mis une passe décisive. Ouh, très compliqué. Hein. Alors, son match, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Mais il doit sortir Fulgini aussi. Hein. C'est parce qu'il n'a pas d'effectif aujourd'hui. T'as 22 joueurs. Parce que t'as un effectif à 29 joueurs, t'as 22 joueurs dont la majorité sont des milieux de terrain défensifs. Bah, t'as un déséquilibre complet dans ton effectif. Là, je fais un aparté, mais faut virer Nampalys Mendy qui sert plus à rien et le remplacer par un MO et pas un MD. Parce que t'as OG Diran, Enea qui va partir. Bon, après, si Bulatovic arrive, il va rentrer dans le truc, même si Bulatovic est même capable de jouer numéro 10, d'après ce que j'ai compris au niveau des scootings, j'en reparlerai aussi bientôt. T'as Diouf, t'as Thomasson, enfin, t'as de quoi faire, quoi. T'as 5 milieux de terrain défensifs pour 2 postes, et tu peux en virer 2, quoi. Ils recruteraient des milieux de terrain offensifs. Enfin, voilà, c'est trop juste, c'est pas bon, ça va pas, puis il faut un ailier gauche. Alors, avec la blessure de Chavez, à mon avis, ça va s'activer, hein, parce que c'est compliqué. À droite, on n'ira pas chercher, parce que il y a Pouilly, Aguilar qui va revenir et Frankowski, mais à gauche, ça va recruter, c'est obligé. Enfin, je comprends. Si on recrute pas, je comprends pas. Mais en tout cas, voilà. Les deux là, Fulgini et Zaroury, c'est catastrophique, ça fait peur. Sotoka. Alors, Sotoka, j'ai mis la note de 3. Je veux pas mettre 2 parce que il a quand même assez bien combiné avec Thomasson et Frankowski. J'en parlerai dans le débrief. Je trouve que ce triangle-là a très bien fonctionné en première mi-temps notamment. Après, ça s'arrête là, quoi. Le problème de ces combinaisons-là, c'est que tu peux pas lancer Frankowski et pas être dans la surface. Le problème, c'est qu'il a joué milieu de terrain, il a pas joué attaquant, il a pas joué ailier droit. Il est pas bon, on est ailier droit. Et on parle quand même d'un mec qui a pas marqué depuis 36 matchs. Je veux dire, aujourd'hui, il a aucune crédibilité en attaquant crédible de titulaire. Sincèrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je mets 3, c'est un mauvais match.
Maintenant, dès qu'il va y avoir un ailier qui tient la route, alors tout le monde parle un peu d'Hansen, il n'y aura pas que lui, il y a beaucoup d'ailiers droits qui sont sondés, et vraiment de ce prototype-là, très jeune, prospect, championnat mineur. Vous verrez, on en reparlera. À moins qu'il nous fasse une surprise avec Nordin, mais j'ai du mal à croire qu'on aille chercher Nordin à 500 000 alors qu'ils l'ont eu gratuitement. Et que, bon, à Saint-Etienne, ça pue du cul. J'ai du mal à croire qu'on aille chercher Nordin. Compliqué quand même, pour l'ambition. Entre Hansen et Nordin, t'es là. Hein. Bon bref, je fais un peu de digression, désolé, mais j'en parlerai de tout ça tout à l'heure. Je me répète un peu. mais c'est parce que j'aime bien, j'ai envie de parler. Là. Puis la vidéo strikée, ça m'énerve, j'ai envie de tchatcher. Mais en tout cas, voilà, il fait pas un bon match. Il fait malheureusement pas un bon match. Voilà. Alors, l'ami Duc Valentine, il est où? L'ami Duc Valentine, sauvé de justesse des crocodiles, pour ceux qui ont la ref. Enzola, j'ai mis la note de 6. Ah, je sais, ça va faire jaser encore les ennemis à Enzola, mais je trouve qu'il fait un match correct. Alors bien sûr, il a pas beaucoup d'occasions, mais quel travail encore. Il provoque un carton jaune très tôt dans le match. Il peut même en provoquer un deuxième, parce qu'il y a une grosse faute d'anti-jeu. Les appels dans la profondeur sont bons. Il est toujours bien passé. Il a jamais été hors jeu, mais il est tout seul. Voilà. Il est tout seul. Il y a personne pour l'aider. Quand il fait le pivot, qu'il arrive à se battre, il y a 2 mecs sur lui. Il arrive à avoir le ballon. Sotoka, il est en train de tchatcher de l'autre côté du terrain. Il est même pas là. Zarouri, on n'en parle même pas. Il n'existe pas. Et Fujini, il a dit qu'il irait pas devant. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué. Donc il faut, avec des ailiers de niveau au moins Ligue 1, je suis sûr qu'il est très bon. Mais moi, je trouve qu'il fait un match correct. Mais bon, comme il faut un attaquant qui marque 46 buts, il est nul. Mais je suis désolé, faut regarder les matchs. Son match, il est bon. Il a emmerdé toute la défense de Toulouse. Comme il a emmerdé toutes les défenses de Ligue 1 depuis qu'il est arrivé chez nous. Même à Paris, je l'ai trouvé qu'il les avait bien emmerdés. Ben non, il faut qu'il marque 45 buts, mais bon, au moins lui, il est décisif tous les 1 ou 2 matchs, les autres sont décisifs jamais, donc voilà. Mais il faut qu'il soit mieux entouré. Voilà. C'est le même problème qu'a eu Eli Wahi la saison dernière, c'est qu'il a été très mal entouré, mais ça, le problème aujourd'hui, c'est que personne veut le concevoir. Mais aujourd'hui, il est très mal entouré. Zarouri a été catastrophique, Sotoka est pas à son niveau. Et Fujini est pas un numéro 10 mais un fantassin quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas je mets la note de 6 à notre ami Enzola. Moi j'en démords pas, je trouve que c'est une bonne recrue et je trouve qu'il a apporté depuis qu'il est titulaire. Il y a rien à dire, et encore plus depuis qu'on est en 4-4-2. Au niveau des changements, des PDC, en vrai, c'est compliqué à noter. Je vais quand même mettre la note de 6 parce qu'avant le carton rouge, il fait une entrée plutôt intéressante en ailier. En même temps, il pouvait pas faire pire que Zarouri. Donc je mets quand même la note de 6. Le carton rouge est hyper sévère. J'y reviendrai après sur l'arbitre. Voilà, mais je peux pas. Voilà, malheureusement, il a été sanctionné très sévèrement. Par Mister Benelage, le roi de l'arbitrage, pardon. Ensuite, Machado a été remplacé par Chavez, non noté, puisqu'il s'est fait exploser, il s'est fait exploser la cheville. Je pense la cheville est bien morte, hein. Il y a un ligament de la cheville qui est touché, à mon avis, on n'est pas près de le voir, le gaillard. Examen lundi, comme d'habitude. Je pense qu'on apprendra la mauvaise nouvelle très vite. Je pense que ça va activer le mercato. De toute façon, on en reparlera, mais voilà, Lopez, il va avoir la pression, hein. Capuano, qui a remplacé Sotoka, moi, je suis désolé. Moi, je le note en fonction de son statut. C'est un très jeune joueur qui fait sa première en Ligue 1. Moi, je mets la note de 6. Il s'est battu. Il a pas donné sa part au chien. Et moi, j'ai trouvé qu'il a un sacré poids au niveau physique. Il a une sacrée présence. J'ai envie de le revoir. Au moins sur des parties de 15-20 minutes en Ligue 1. Il a montré des choses. Voilà. Oger Diran, j'ai mis la note de 6 également. Bon, il prend un jaune parce qu'il y a un excès d'engagement, mais je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons, il s'est battu, il y a un peu de vitesse. Moi, je trouve que l'entrée est correcte. Maintenant, je pense qu'il y a un petit souci de comportement, de trop d'engagement physique, et je pense que du coup, le staff le ménage un peu. Il va falloir qu'il gomme ça pour être un peu plus titulaire. Pour moi, c'est une option crédible à l'avenir. Si tu perds Enea et que tu perds Mendy, il va avoir plus de temps de jeu, à mon avis. Et la dernière note, c'est Diliwidi. Je mets la note de 6. Moi, je suis désolé. Il fait une entrée correcte. Il monte des choses. Il a tenté des dribbles.
Ah oui, bah il doit réussir son lob, mais faut penser que c'est un gamin, sa première à Bollard. Bah, moi je suis désolé, c'est un peu compliqué. Il a pas eu la bonne décision parce qu'il a réussi à s'échapper. Il doit pas tergiverser, il doit tenter le lob, même si ça passe pas, mais c'est pas grave. Il a trop tergiversé sur la dernière occasion, ça aurait pu faire but malheureusement. Mais c'est un jeune joueur, il faut l'excuser. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé l'entrée des deux jeunes. J'ai mis la note de 6 à Will Steele. Bah moi je trouve que le match, son coaching est correct. Malheureusement l'arbitrage l'a niqué, mais je trouve que tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça cohérent. Même si malheureusement bah il a pas la matière pour faire ce qu'il veut puisque les joueurs devant sont nuls à part Enzola. Donc c'est un peu compliqué pour lui. J'attends de voir avec des vrais recrues et là on l'attendra un peu plus parce qu'avec des recrues qui tiennent la route ou qui sont talentueuses, il y aura beaucoup plus d'attentes au niveau de ses coachings et de sa gestion des matchs. Mais en tout cas, je trouve qu'on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps que d'habitude. Il y a une évolution positive dans la gestion des temps de jeu. Maintenant, le talent n'est pas là, donc c'est un peu compliqué. Hein. La note de Benelage 0. Cataclysmique, il a été nul du début à la fin, il a perdu son match quand il a parti sur un carton rouge, alors qu'il avait pris la bonne décision. Hein. Il avait pris la bonne décision parce qu'il a dit il essaye d'enlever son pied, c'est jaune. Il le dit à Sotoka quand on parle en conférence de presse. Malheureusement, il va voir la VAR. Mais c'est pas parce que tu vas voir la VAR que t'es obligé de te déjuger. Moi, je pense qu'il pouvait laisser le jaune et dire écoutez, il y a jaune, pour moi il y a jaune. Parce que le ralenti, c'est le ralenti, bien sûr, il essuie ses crampons sur la jambe, mais à vitesse réelle, on voit qu'il enlève son pied. Après derrière il y a penalty sur la faute d'Andy Diouf parce que je pense qu'il y a péno. Il y a pas vraiment péno, je trouve que c'est sévère pour Sarr, je trouve qu'il est sévère et après il a laissé complètement échapper son match, il met un jaune à Lannoy, je crois un rouge à Lannoy, il part en couille complet. Bref, c'était n'importe quoi. Chavez même pas il va voir la VAR alors qu'il y a quand même un gros choc avec le joueur toulousain. C'est grave quand même. C'est un match de merde de la part de Benelage qui, moi je le dis, il veut se faire lance quoi ça. C'est pas la première fois qu'il fait des matchs merdiques, que les mecs se blessent, il en a rien à foutre. Voilà, il a fait un match de merde. En plus, on a joué 20 minutes effectives sur toute la deuxième mi-temps. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil comment dire, au speaker parce que j'étais au stade, je sais pas si ça s'est entendu à la télé mais le speaker de Lens annonce le temps additionnel et il pète à fou rire parce que pour lui c'est aberrant mais pour tout le monde c'est aberrant. On a joué 20 minutes sur la deuxième mi-temps tellement c'était haché que c'était n'importe quoi. Il met 8 minutes d'arrêt de jeu. Et dans les 8 minutes d'arrêt de jeu, on a au moins perdu 3 minutes parce qu'il y en a un qui s'est roulé par terre. Ah, il a sifflé. C'est du foutage de gueule. C'est honteux. C'est honteux. Ça devrait même être considéré comme une faute technique parce que même si ça a l'appréciation de l'arbitre, ça doit pas être normal que les arrêts de jeu soient pas comptabilisés dans les arrêts de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'arrêt de jeu, il y a un mec qui tombe pendant 3 minutes, ben il doit y avoir 3 minutes d'arrêt de jeu en plus, quoi. C'est catastrophique. Catastrophique. Silvano, voilà, j'étais en train de chercher parce que je pensais à autre chose. Silvano, il m'a trop fait rire. Parce que il a clairement traduit la position de tout le monde, c'est-à-dire, mais quoi? 8 minutes? Ben, il aurait mis 10 ou 12 minutes, on n'aurait même pas été choqué, quoi. Même pas été choqué. Un arbitrage de merde de A à Z. Pas aidé par une VAR qui, déjà qu'il est nul, l'a pas aidé en le mettant en porte-à-faux, mais tout le reste, il fait n'importe quoi. D'ailleurs, il doit y avoir deuxième jaune, hein, pour un Toulousain. Il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Un arbitrage de merde, il a plombé le match, hein. Parce que à 11 contre 11, je suis pas sûr qu'on perd ce match, mais on l'a perdu. Mais l'arbitrage est catastrophique. En plus, Will Steele s'en explique en conférence de presse, il veut lui parler du temps additionnel, il dit non, je vous parle pas. Bah, qu'il aille se faire foutre, en vrai. Ah, franchement. Des cow-boys pareils, ça doit dégager de la Ligue 1, c'est catastrophique, Benelage. Catastrophique. Les Toulousains, c'est vraiment, je mets la note de trop, hein, c'est pas terrible, hein, c'est mauvais, hein, se rouler par terre et puis perdre du temps, oui, bon, en contre-attaque, ils ont montré quelques mouvements intéressants où ils se projettent en nombre, enfin, clairement, c'est très très compliqué, quoi, c'est pas terrible, hein. Mais bon, ils ont gagné, hein, tu peux pas être terrible et gagner le match. Donc voilà, voilà un peu les notes. Je pense que j'ai bien fait le tour de tout le monde.
Voilà, c'est quand même catastrophique de se dire qu'un arbitre à ce niveau-là soit en Ligue 1. Quoi. C'est catastrophique. Sur ce, on va passer au briefing. C'est parti pour le débriefing. La première mi-temps est intéressante. Moi, j'ai trouvé les critiques sur les réseaux très dures. Moi, je trouve que le jeu déployé est intéressant. Maintenant, le gros problème de Will Steele, c'est qu'il a pas des joueurs de haut niveau. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que quand t'as un triangle qui fonctionne bien, qui est Thomasson, Sotoka, Frankowski, qui se connaissent depuis 2 saisons maintenant, bien sûr que ça combine bien et que ça permet de lancer Frankowski dans la surface. Mais qu'est-ce qui branle Sotoka après? Il est pas là. Il y a que Enzo là tout seul. Il y a des centres hyper dangereux. Il y a personne pour couper. Zaroui, il est en train de dormir sur l'autre côté. Et c'est pareil. Le problème aussi de ce fonctionnement-là, c'est que les triangles à droite n'existent pas à gauche, puisque Zaroui, à chaque fois qu'il a le ballon, il fait un dribble, il le perd, ou alors il te donne pas à Machado qui se projette. Au bout d'un moment, Machado, il a dit, moi, ça y est, c'est fini. Je me projette plus. Arrive à la 30e minute, il a dit, c'est bon, moi, j'en ai ras le cul. Personne me sert à vous faire foutre. Ah, c'est normal. C'est normal. Et c'est ça le problème, parce que, avec une offensive de meilleure qualité, tu marques un but sur cette première mi-temps. Moi, je suis assez d'accord avec le débrief de Will Steele. C'est à l'image de la saison 2024-2025 du RC Lens pour le moment. C'est que tu gères plutôt bien les matchs, au moins une mi-temps sur 2, mais tu marques pas. Donc tu te mets en difficulté. Et mentalement, les deuxièmes mi-temps, t'es pas à l'abri de te faire rattraper ou de perdre le match. Donc c'est extrêmement stressant. Bien sûr, pour les joueurs, mentalement, c'est dur. Après, il a dit on a été très bon. Ouais, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Tu peux pas dire qu'il y a des mauvaises choses. Le pressing est bon. D'ailleurs, j'ai bien aimé Danso qui dit allez, vous avancez. On était quasiment arrivé à la ligne médiane. C'est étouffant pour l'adversaire. Alors bien sûr, Toulouse se projette bien dans les contre-attaques parce qu'on perd des fois les ballons un peu bêtement. Mais parce qu'il n'y a pas assez de mouvement et pas assez de génie créatif. Et on tire pas assez. Ou on tire mal. Donc c'est un peu compliqué pour marquer des buts. Donc Enzola peut pas tout faire tout seul, c'est pas un magicien du football, il est trop esselé. Donc cette première mi-temps, elle est à l'image de toutes les premières mi-temps qu'on produit à Bollaert, voire même à l'extérieur. On est bon, mais il y a rien qui se passe devant. La deuxième mi-temps, on est plutôt intéressant à la sortie des vestiaires avec un DPDC qui montre 10 fois plus que Zarouri, mais ça, il pouvait pas faire pire de toute façon. Mais c'était plutôt intéressant, c'était correct. À 60e minute, il met un carton rouge complètement ubuesque. Après, le match, il est mort. Il est fini, le match. Il est fini. Bon, le penalty, il perd. Moi, je trouve qu'il est sévère. Après, bon, il y avait penalty en première mi-temps, mais l'arbitrage est tellement nul qu'il est nul sur tous les aspects. Mais la deuxième mi-temps, elle est perdue à la 60e minute parce que t'es incapable de marquer à 11 contre 11. Alors, à 10 contre 11, c'est compliqué. Alors, je trouve que le coaching de Will Steele est plutôt cohérent avec les entrées d'Ogé Diran, de Capuano, etc., qui sont pour moi des entrées qui sont intéressantes. Derrière, bon, Chavez rentre aussi pour donner un peu de peps à la place de Machado, je pense. Ouais, ça doit être ça. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Ouais, je crois que c'est à la place de Machado. Mais c'est intéressant si tu veux, mais le problème, c'est que derrière, Chavez, il se fait pas découper, mais le mec, il arrive trop fort sur Chavez. Pour moi, il y a rouge. Hein. S'il y a rouge pour Pereira da Costa, il y a rouge pour le mec toulousain. Mais il y a une incohérence totale. Le mec, il est brouillé de la cheville, il va même pas voir les images. Va te faire foutre. C'est dramatique. C'est dramatique, puis les Toulousains, ils ont décidé de se rouler par terre tout la deuxième mi-temps parce qu'ils savent qu'on peut pas marquer et que s'ils niquent le match et le rythme, on n'arrivera jamais à marquer. Alors, en fin de match, dans les temps additionnels, ils balancent les ballons, ils font n'importe quoi alors qu'ils sont en supériorité numérique. Ils arrivent plus à gérer le pressing. Alors malheureusement, c'est vrai que Diliwidi a la balle de match sur une perte de balle toulousaine où le défenseur juge mal la trajectoire et laisse passer le ballon. Il tergiverse un peu, mais tu peux pas en vouloir aux gamins. C'est des gamins qui sont leur première à Bollaert. Moi, je trouve que c'est assez correct. Mais la deuxième mi-temps, elle est difficilement analysable parce qu'elle est extrêmement décousue, mal arbitrée. Mais ça a été mal arbitré de la première à la 98e minute. Hein. Mais bon, quand tu perds 3 minutes dans les arrêts de jeu et que tu siffles le match, t'es un fils de PUTE, quoi. Mais bon, c'est cool, c'est comme ça. Hein. On a déjà été très mal arbitré, on l'est très mal cette saison. Après, le problème, c'est l'agressivité aussi qu'on met, parce qu'on met beaucoup d'agressivité. Mais pourquoi on met beaucoup d'agressivité? Parce qu'on est obligé de se battre pour récupérer le ballon, parce que devant, à part Enzola, ils savent pas passer un joueur, il n'y a pas de maîtrise. Donc, tu payes ton inefficacité offensive et ton manque de talent offensif.
C'est aussi simple que ça, et derrière, tu es obligé de mettre beaucoup d'agressivité pour récupérer les ballons, donc tu fais beaucoup de fautes, et puis tu prends des cartons. Donc c'est compliqué, malheureusement. Voilà, c'est un peu le résumé de cette équipe depuis le début de la saison. On manque de talent offensif pour gérer et bonifier la maîtrise technique qu'on a sur les matchs, parce qu'il y a quand même une maîtrise technique, même si des fois on est en déficit de dernière passe. Mais je pense que ça va se régler à un moment donné. Voilà un peu le résumé. Vous me direz si vous êtes plutôt d'accord ou pas dans mon analyse, mais je pense que beaucoup de gens ont vu la même chose. C'est quand même assez révélateur de ce qui se passe à Lens, c'est-à-dire que t'as pas su virer les éléments offensifs nuls à Yesh, et que t'as pas su recruter derrière, et que malheureusement t'es orphelin de Rémi Labolascari qui commençait à exploser, et d'un Satriano qui aurait rendu pas mal de services cette saison. Quand on voit le niveau de Sotoko et de Zaharoui, ça fait peur quand même, hein. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ce débriefing un peu de ces deux mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps, il y a beaucoup moins de choses à dire au niveau tactique, parce que c'est n'importe quoi. c'est Far West, c'est chaud Ben El Hadj, mais enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a des bonnes choses quand même à retenir. Mais malheureusement, la plus grave à retenir, c'est la grosse blessure de Chavez et l'inefficacité offensive chronique d'attaquants qui ne sont plus au niveau et qui devraient être sur le banc tout le temps. Voilà un peu pour le débriefing. On va passer à la conclusion et à la projection. C'est parti pour la conclusion et la projection. Alors là, ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que je vais faire un crochet par rapport à ma vidéo d'actu qui a été strikée. Donc on va faire le point un petit peu. Alors en parallèle de Dre aussi, hein, Dre aussi est intervenu avant le match en parlant un petit peu du cas Samba. Alors voilà, moi je vais redire un peu les choses en condensé et les repréciser. C'est vrai que j'ai été pas mal attaqué sur les réseaux par rapport à ça. Je maintiens mes dires et je vais les dire au conditionnel, comme ça je pourrais pas me faire strike. Moi j'ai recoupé plusieurs fois plusieurs sources différentes. Dont certains très proches du club, d'autres qui sont plutôt proches de personnes qui travaillent au club ou qui travaillent avec les joueurs. Je le redis, aujourd'hui, la crispation autour du transfert de Samba, c'est l'ingérence dans le club de plusieurs personnes du Stade Rennais qui posent problème à Joseph Ogourlian. Alors, je le dis au conditionnel, ce qui se serait passé, c'est que l'actuel directeur général du Stade Rennais aurait entamé des discussions non autorisées, non officielles avec plusieurs joueurs du club, et que ces discussions seraient remontées aux oreilles de Will Steele en même temps que la sollicitation de plusieurs personnel du club, plusieurs membres du staff, dont Hervé Secli. Moi, c'est ce que j'ai. Il ne serait pas le seul à avoir été contacté. Des membres de la cellule performance, analyse, etc. auraient aussi été approchés par le Stade Rennais via leur directeur général. Et ça n'a pas plu à Will Steele qu'à remonter l'information. Alors c'est pareil sur les réseaux sociaux. On me dit que je mens parce que j'ai dit que un tel avait contacté directement Joseph Ogourlian. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos et sur les réseaux sociaux. C'est Will Steele qui aurait alerté sa direction sur des tentatives agressives de solliciter et les joueurs et des membres du staff. Ça n'a pas plu à Joseph Ogourlian, autant que ça ne lui a pas plu la vidéo d'annonce de Fofana qui est pas non plus insultante pour le club mais qui est extrêmement maladroite et qui voilà, c'est qu'au Fofana quoi, on voit bien le coup marketing et le coup de déstabilisation qui est fait derrière ce recrutement, et la volonté d'aller chercher Samba, c'est pareil, c'est une volonté totale d'aller déstabiliser le club sur fond de vengeance clairement, et ça n'a pas plu du tout à Joseph Ogourlian. Alors il faut savoir que du coup, il y a un peu plus de précision parce qu'entre-temps, Jean Butès s'est fait buter par le club. Faut savoir que là, j'ai recoupé plusieurs informations qui viennent autant de gens qui suivent Paris que de gens qui suivent Lens. L'option Tenas est une option crédible. Voilà. Alors, ce qu'a dit Dre aussi, c'est que le transfert a été un peu freiné par des crispations. LOL. Mais aussi que le remplaçant de Samba qui devrait partir s'il part, mais enfin, il va partir, c'est plus tenable en l'état, hein, et c'est obligé qu'ils en aient. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Samba? Il va pas jouer, il veut plus jouer. Donc il va s'en aller. Je pense à Rennes, hein, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente entre Pinot et Joseph Ogourlian, parce que je pense que les discussions entre Joseph Ogourlian et son ancien collaborateur vont être très compliquées, parce qu'il y a une guerre d'ego, une guerre aussi de manipulation, ce qui fait que je pense que ça va jouer avec d'autres membres du Stade Rennais. Mais en tout cas, voilà, Tenas tiendrait la corde, c'est le choix prégnant de Lopez, et donc ça serait de plus en plus ficelé. C'est aussi pour ça que Butez a sauté, parce que l'option Tenas
aurait pris de l'ampleur et de l'épaisseur, d'après ce que j'ai eu comme retour. Je vais essayer de mettre de plus en plus de conditionnels, ça m'évitera des tours. Mais ils prendraient de l'épaisseur, et du coup, c'est pour ça qu'ils auraient fait sauter Butez, et ils profiteraient un peu aussi de les tentatives de manip, de perturbation du club, pour stopper un peu le dossier Samba en vue d'avancer sur le dossier Tenas. Mais, bien sûr, les choses évoluent, et pendant que j'avais eu ces informations-là pour Tenas, on m'a aussi mis au courant de l'intérêt aussi de la cellule de recrutement pour Paul Lopez. Alors c'est le même style de choses, c'est un prêt avec option d'achat, mais un profil beaucoup plus expérimenté. Alors pour être sincère, je suis pas très hype par cette piste, mais apparemment c'est beaucoup plus chaud que Tenas. Pourquoi? Parce que le PSG est un peu comment dire, sur la défensive au niveau du prêt avec option d'achat. Ils veulent un prêt sec, et Lens voudrait quand même avoir une possibilité d'acheter le gardien. Maintenant, Paul Lopez, c'est quand même un joueur qui a eu des difficultés psychologiques, qui a eu du mal à revenir, qui n'a pas joué du tout à Gérone, pour des raisons qui me semblent sportives et plutôt qu'autre chose. L'envoyer en numéro 1 à Lens, alors que, sincèrement, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est quand même très très loin du niveau de Brice Samba. Je pense qu'il y avait quand même un entre-deux à trouver. Donc voilà, les nouvelles, c'est Tenas, c'est une option crédible, une des options les plus chaudes de Diego Lopez, mais le fait que Paul Lopez ait rompu son contrat avec Gérone, va rompre son contrat avec Gérone, fait que ça devient une option de plus en plus crédible, et on se dirige là-dessus. Je vais pas vous le cacher, au niveau du salaire, c'est très très élevé, c'est pour ça que je suis assez étonné du move par rapport à Tenas, parce que je crois qu'il marche presque à plus de 300 000 € par mois. C'est hors budget totalement, enfin c'est 3 ou 4 fois le salaire des joueurs présents. Enfin là, je comprends pas trop le move, hein. On est à presque 4 millions d'euros par an, c'est pas du tout dans nos corps. Enfin là, je comprends pas, là, c'est pas du tout. Moi ça me fait un peu peur, mais voilà, après les choses sont claires. Alors on verra bien la suite, mais en tout cas, voilà pour les gardiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Driussi n'a pas parlé que de Samba, il a parlé de Kadir Kouzanov. Alors bien sûr, on connaît la légendaire élocution de Driussi, depuis la conférence de presse où quand il parle, on a cru qu'il avait 5 grammes, parce qu'il a vraiment des difficultés à s'exprimer. Je pense qu'il n'est pas fait du tout pour être en avant, pour s'exprimer. C'est pas du tout son fort. Après, je suis dans la chambre, et je pense qu'il a du mal à s'exprimer comme ça. C'est pas quelqu'un qui est mise sur la lumière. Je préférerais voir Lopez s'exprimer, mais je pense que Lopez, il a un boulot de l'ombre, et que Driussi a un boulot de la lumière, mais il est absolument pas fait pour faire ça. Et j'ai trouvé qu'il parlait mieux en termes d'élocution, mais il a fait des fautes de communication monstrueuses. C'était un peu de la chambre, parce que je me suis fait chambrer sur les réseaux, parce que j'ai dit il a bien parlé. Mais quand je parle il a bien parlé, je parle en termes mécaniques. Il n'a pas fait de bafouillement, parce que sinon, c'est clair et net qu'il a fait des erreurs de com monstrueuses, parce qu'il a dit Kadir partira, puis après il dit s'il part. Mais le lapsus est révélateur. Je pense que Kadir, ils ont déjà trouvé un accord avec des clubs, même si, à mon avis, ils vont faire durer un peu le truc, parce que les prétendants sont nombreux. Maintenant, ça veut dire que Kadir est mort, qu'il va y partir. D'ailleurs, pour la petite indiscrétion, les retours que j'en ai, c'est que son papa est présent à Kadir Kouzanov, et que c'est pas anodin, parce que Kadir, il est plutôt avec sa mère au quotidien à Lens, et que la présence du papa veut tout dire. Voilà, on l'a vu dans quelques vidéos où il a interrogé par des médias ouzbeks ou russes, mais là il est présent de manière continue à Lens, donc ça, je pense que c'est pas anodin. Ça veut dire vraiment qu'il y a un truc qui est en train de se tramer. Maintenant, là par contre, moi je parle en mon nom propre. Là, avec la suspension de Danso, parce qu'il est suspendu pour Paris, il y a pas d'erreur à faire. C'est soit tu le vends tout de suite et tu recrutes son remplaçant, soit tu le vends après Paris. Parce que si tu fais une Eli Wahi, c'est-à-dire que tu le vends juste avant Paris et que t'as pas de remplaçant, c'est une faute professionnelle. Pour moi, là, c'est une faute professionnelle de tout le directoire lensois. C'est là, t'as un joueur qui manque pour Paris, c'est soit tu fais durer les négoces, tu dis à Kadir, écoute, faut que tu restes jusqu'à Paris, après on te laissera partir. Je pense que le mec, il est pas forcément enclin à partir en plus. Kadir Kouzanov, c'est un mec qui se sent très bien à Lens, et qui se sent choyé, et qui se plaît à Lens, et qui aime bien l'ambiance là, et l'ambiance du club. C'est pas un mec qui veut partir à tout prix. Maintenant, si son père est présent, c'est parce qu'il gère un peu ses intérêts, et qu'il y a
une forte présomption de départ, mais je pense que si tu arrives à négocier avec Koudir et son père, je pense qu'il y a moyen de le garder jusqu'à Paris. Maintenant, si tu as une offre de 50 millions d'euros sur la table tout de suite maintenant, tu le vends maintenant et tu recrutes un mec dans la foulée. Je pense que c'est quand même anticipé, parce qu'à mon avis, les contacts avec Koudir Kouzanov durent depuis avant décembre, donc je pense qu'ils ont déjà des solutions, enfin je l'espère. De toute façon, Lopez, il a attendu au tournant. Il a pris un tel poids dans le club qu'aujourd'hui, moi, je l'attends au tournant, Lopez. J'ai rien contre lui, moi je trouve que Enzola ou Gediran, c'est pas dégueulasse. Zarouri, c'est plutôt un choix de l'équipe Steel, parce qu'il a été connu par les frères Steel, un des frères Steel là-bas. C'est pas génial, c'est même un flop, mais je trouve que le restant du recrutement est plutôt intéressant, plutôt intelligent. Donc bon, Satriano, il est blessé, mais c'est pas dégueu. Je trouve que c'est un bon choix. Maintenant, clairement, Lopez est attendu au tournant. Et sur le dossier Koudir, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est tu le gardes jusqu'à Paris, tu le vends après, ou tu le vends tout de suite et tu recrutes tout de suite. Tu peux pas. Je veux dire, le message envoyé à Grady qui va sûrement être mis en mode porte de sortie, parce que là, aujourd'hui, le match d'hier a été clair. C'est pas lui le titulaire et il le sera jamais. En tout cas, aux yeux de Steel. Donc je pense que pour lui, la solution, c'est de partir. Autre dossier dans la communication de Dre aussi, c'est les attaquants. Alors il y a quand même mis un petit peu de pression à Lopez. Il a dit les équipes de la direction sportive vont faire le boulot, machin. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est quand même une petite mise en pression de Lopez. Voilà, au niveau offensif, il y aura des recrutements. Maintenant, les retours que j'ai, et là c'est pareil, je fais un peu d'actu mercato en même temps parce que je me venge de la vidéo strikée, c'est que Hansen, c'est suivi de très près. Gabriel Silva également. Ces deux joueurs-là font partie des choix numéro 1. Bien sûr, il y a Ivanovic de l'Union Saint-Gilloise qui est pisté également. Jegovic, j'en ai parlé, Amin Jegovic, qui est plutôt intéressant aussi, capable de jouer ailier et milieu de terrain. Enfin voilà, il y a pas mal de joueurs de championnat de seconde zone qui sont vraiment suivis par le club et qui font partie de ces pistes prégnantes. J'ai parlé d'Arnaud Nordin parce que j'ai eu quelques retours comme quoi il serait regardé par le club. Mais franchement, c'est la solution catastrophique. Moi, je suis pas convaincu du tout. Pour moi, c'est un recrutement à la Guy Lavogui. Même s'il est rapide, il jouerait pas à Saint-Etienne s'il avait plus de talent que ça. Il a jamais éclaté au-delà de Montpellier. Je pense que c'est pas forcément une super nouvelle si on va faire Nordin. Mais en tout cas, voilà, c'est un son de cloche qui circule de quelques observateurs. Mais en tout cas, voilà. Gabriel Silva, Hansen, les joueurs que je vous ai cités, c'est les joueurs les plus suivis, en sachant que la cellule de recrutement est allée voir en MLS et dans les pays d'Amérique du Sud, donc on n'est pas à l'abri non plus d'une jolie découverte, en sachant que le joueur qui peut un peu unir tout ça, c'est Kelsey, celui qui va revenir au Shakhtar Donetsk, qui est revenu là au Shakhtar Donetsk, qui fait aussi partie des cibles. Kelsey serait suivi, l'ailier droit vénézuélien, comme Chavez d'ailleurs, est suivi, et donc je pense qu'il a été surveillé en MLS parce il était prêté en MLS où il a fait une saison plutôt correcte. Donc aussi il fait partie aussi des joueurs suivis, donc on verra bien, mais ça va s'accélérer. De toute façon, Will Steele, il a clairement dit les choses à la fin, et ça, c'est pour clôturer un peu cette phase de vidéo un peu comment dire, résumé, c'est que voilà, il a clairement dit qu'il préférera avoir des recrues à 25 millions, mais que l'environnement économique de Lens et du football français en général fait que c'est pas possible. Donc il est frustré, mais je pense que c'est une manière aussi de dire bougez-vous le cul parce que vous voyez pas l'attaque de merde que j'ai. Enfin, c'est clairement ça le message. Donc on attend au tournant Lopez. Voilà. Donc pour ceux qui ont été frustrés de pas voir la vidéo, vous avez un petit peu un résumé de l'affaire Samba, même si c'est un peu plus complexe qu'une simple déstabilisation, parce que je pense qu'on sert aussi de la déstabilisation faite par certains membres du Stade Rennais sur le club lensois pour essayer de freiner les discussions avec Samba, pour essayer d'avoir Tenas. Je pense que ça peut être un truc comme ça. Il y aura peut-être un autre gardien mis en place, mais tout ce que je veux, c'est pas Lafont. Enfin, s'il y a Lafont, je pleure, parce que pour moi, il est pas fait pour être à Lens. S'il est à Lens, on le supportera comme n'importe quel joueur lensois, moi je serais déçu. Mais en tout cas, voilà. L'info est revenue aussi du côté des réseaux sociaux. Tenas serait fortement suivi quand même par le club. Donc, à voir la suite. C'est vrai que c'est un excellent gardien et un très bon relanceur, donc pourquoi pas. Ça peut aider aussi à faire sauter des milieux de terrain pas très bons dans les passes, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà,
clairement, je pense que voilà, il y a de la manip d'un côté, de la tentative de déstabilisation, mais il y a aussi une contre-attaque et une tentative de surfer là-dessus pour essayer de gagner du temps. Enfin voilà, c'est assez malin de la part du board lensois, et je trouve que c'est une contre-mesure plutôt élaborée, parce que quand on attaque un peu tout le monde et qu'on tente de déstabiliser le club, à minima faire chier l'autre, c'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu. Donc je suis désolé, hein, mais la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment placer les choses. Donc voilà, au niveau de la conclusion, c'est qu'on a perdu une opportunité de revenir à un point de la 4e place. On est à 4 points, je crois, maintenant, ou un truc comme ça. On est à 4 points. Si je dis pas de bêtises, on est à 24 points. Il faudra rattraper les 3 points au Havre. Avec cette attaque-là, ça va être compliqué. Il va falloir montrer autre chose. On espère qu'il y aura peut-être une recrue au moins offensive avant le Havre, qu'elle soit qualifiée quand même, parce que c'est compliqué. Maintenant, les petits jeunes ont montré des choses. On aimerait bien les voir un peu plus longtemps, mais bon. On verra bien la suspension de Pereira da Costa, mais je pense qu'il va prendre au moins 2 matchs, parce que c'est un rouge direct. Donc à un moment donné, il va falloir trouver des solutions au niveau recrutement pour pallier à ça, parce que Fulgini tout seul et Zaroury, ça fait peur. Mais en tout cas, voilà, malheureusement, on a loupé le coach. On n'est pas non plus dans la catastrophe, mais il va falloir récupérer les points perdus à l'extérieur. Derrière, on fait PSG, Angers, Montpellier. Enfin, pour moi, il faut faire au moins 7 points sur les 12 prochains, voire 9, parce que je pense que et Montpellier ou Angers, faut aller les taper. Surtout Montpellier, là-bas, il y a moyen d'aller les gagner, parce que c'est extrêmement faiblard et que ça va être en décrépitude totale, parce que ça enchaîne les défaites. Le Havre, c'est pas un cadeau à l'extérieur, mais on est capable quand même de les battre. Et Paris, c'est du bonus, quoi. C'est un match bonus, un match gala. Maintenant, voilà, il va falloir récupérer des points. Après, on va enchaîner un mois de février peut-être un peu plus facile à gérer, parce que le mercato sera terminé et que les recrutements sont frais. En même temps, si les recrutements sont pas bons, ça va être la merde, hein, clairement. Donc voilà un petit peu les choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, on s'abonne, la cloche, les pouces bleus. On n'hésite pas à aller dans la description pour s'abonner au lien de mon monteur magique qui monte des vidéos pour rien, du coup, pour malheureux. Mais c'est pas grave, on aura notre vengeance, mon ami. Et voilà, hein, il a besoin de force et de boulot, et il le mérite. Voilà. Et donc je vous dis à très très bientôt. Prochaine vidéo, je pense que ça sera sûrement un short un peu actualité mercato, si j'ai plus d'infos. Et puis on fera une vidéo actualité mercato. Et puis conf de presse, etc. Peut-être il y aura plusieurs vidéos dans la semaine, ça dépendra de l'actualité. On reviendra peut-être sur le départ de Samba, etc. On refera le point. Mais on essaiera de mettre les choses au clair. Voilà, je suis désolé, la vidéo est longue. Je vous conseille vraiment, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à la partager pour ceux qui ne l'ont pas vue, et de dire que à la fin de la vidéo, je fais un résumé de celle d'avant. Donc on n'hésite pas du tout à partager la vidéo. À très bientôt, ciao.